Philippe Plaza, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Eiffage Immobilier, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité, bien sûr, du marché du logement neuf, mais également voir des opérations emblématiques. Tout d'abord, sur le marché du neuf, dans un contexte à la fois économique, voire géopolitique, où il y a beaucoup d'incertitudes, comment se porte ce marché du logement neuf, actuellement dans le résidentiel, dans le collectif ? Alors, nous nous plaçons effectivement ce début d'année 2022 dans un contexte qui a muté, changé, puisque après 2 ans de crise sanitaire et une reprise de l'activité un peu difficile en 2021, puis maintenant la crise ukrainienne qui a des impacts géopolitiques mondiaux, le marché a effectivement radicalement changé et on peut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une tendance baissière. Baissière en volume et baissière dans les rythmes de commercialisation. Les volumes, parce que l'offre diminue. C'est assez général. Hein, c'est assez général, je parle général. Sur le marché du neuf, d'accord. Vraiment sur le neuf, je parle que du neuf parce que l'ancien, c'est quelque chose qui nous échappe. Mais le neuf, donc le volume a baissé puisque depuis 2 ans, nous subissons un ralentissement des projets et des permis de construire. Et sur les rythmes, l'impact du resserrement du crédit par les banques a un effet sur nos acquéreurs et donc les rythmes de vente sont plus compliqués à maintenir parce que les crédits sont difficiles à obtenir par nos acquéreurs. Donc, ça fait pas mal de voyants qui sont dans le rouge, à la fois sur les opérations neuves qui ont du mal à sortir de terre, c'est ça ? Baisse des permis de construire, des mises en chantier aussi au ralenti, avec des réticences, alors voulues ou pas voulues, pour des raisons environnementales, en tout cas des maires. Ça, c'est quelque chose qui continue ou c'est en train un petit peu de s'inverser ? Où est-ce qu'on en est par rapport justement à... Je ne dirais pas que les clignotants sont dans le rouge, ils sont dans le orange. On a changé de paradigme, c'est clair. Sur l'impact de la construction, la constructibilité des permis de construire en France, ralenti par les maires, nous avons connu une pré-période électorale un peu compliquée, une période post-électorale avec des changements de mairie qui ont été importants, notamment dans les grandes agglomérations françaises. Il ne faut pas tirer de généralité sur le ralentissement des permis de construire. Il y a des collectivités qui continuent de construire, de construire du logement pour répondre aux besoins des Français, et d'autres qui ont effectivement bloqué ou mis en attente certains projets. En ce début d'année 2022, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ces collectivités qui bloquaient des permis depuis 2 ans ont repris la machine à construire et on est toujours dans des discussions et des ajustements de programmes. Voilà, donc on est en pleine discussion avec les maires pour pouvoir savoir comment et où on peut construire dans leur collectivité. Oui, donc pas de généralité là-dessus. Vous nous dites en fait ville par ville, en tout cas. C'est ville par ville. Il n'y a pas de tendance politique non plus. C'est toute tendance politique confondue. Voilà, c'est très différent en Île-de-France qu'en région. C'est très différent dans les métropoles régionales que dans les agglomérations moyennes. Voilà, donc c'est au cas par cas, mais il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de stop à l'acte de construire en France. Je ne vais pas vous faire la complainte du promoteur qui a des difficultés. C'est notre métier de convaincre les élus, convaincre les habitants du quartier à accepter nos projets. De s'adapter, d'être dans la concertation, l'écoute. Exactement. Aujourd'hui, on ne construit plus comme on construisait il y a 20 ans, c'est vrai. Il faut convaincre et aussi emporter avec nous l'adhésion sur un projet. Et en matière de prix, alors l'accès au logement neuf, où en sont les prix? Est-ce qu'ils augmentent toujours? Est-ce que c'est de la stabilité de façon générale? Alors malheureusement, ils ont beaucoup augmenté ces dernières années. Ils ont continué d'augmenter en 2021. Ils continuent d'augmenter malheureusement encore en 2022. On est rentré, comme je le disais, on a changé de paradigme. On est rentré dans une période d'inflation. L'inflation des matériaux qui ont des répercussions sur les prix de vente et puis aussi dans une pénurie de terrain, un ralentissement des permis de construire. Tout ça fait que l'offre est inférieure à la demande et génère une augmentation des prix que nous essayons de contenir, mais nous avons du mal à la contenir complètement. Et donc les prix vont en 2022 continuer d'augmenter. Et donc il faut aussi tenir compte notamment des primo-accédants qui ont du mal à accéder déjà avec des conditions d'octroi de crédit qui se resserrent de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? Oui, complètement, puisque c'est ce que je disais en début d'interview, c'est ce resserrement des banques naturel, puisqu'effectivement on constate bien qu'il faut laisser aux ménages un reste à vivre raisonnable, et donc l'impact des prix sur
sur le budget des ménages, les prix de l'immobilier sur le budget des ménages est important. Or, le logement, c'est le premier poste de dépense d'un ménage. Donc, on devrait tous être concentrés sur la baisse des prix et en tout cas donner une possibilité aux primo-accédants ou accédants modestes, une possibilité d'acheter à des prix réduits. Voilà, on voit d'ailleurs que c'est tout un écosystème, le logement, à la fois sur l'accession, sur la construction, tous les rapports qui ont véritablement changé. On parle aussi des bureaux, du télétravail. On est dans une phase intéressante, et évidemment, vous êtes en première ligne là-dessus, vous les promoteurs. On attend des élections législatives, on attend la nomination d'un futur gouvernement, peut-être qui sera suivi ensuite par un second. Qu'est-ce que vous attendez, Philippe Plaza, d'un ministre du logement? Faut-il déjà qu'il y ait un ministre du logement ou certains demandent un ministre de la construction durable, de l'aménagement du territoire? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, je m'inscris dans cette demande. Je pense qu'un ministère du logement isolé au gouvernement, tout seul, dans son coin, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Le logement est un élément de la brique de l'économie d'un territoire et de la nation. Ce qui est compliqué dans le logement, c'est que le logement, c'est une politique nationale, dictée par le ministère du Logement, mais qui s'applique localement, et par les élus, et notamment les maires. Donc cette dualité entre la volonté nationale de développer du logement et certaines contraintes locales, notamment en termes d'équipement public. Lorsqu'on construit un logement, ça génère des dépenses d'équipement public avec les budgets des collectivités qui sont contraintes. Voilà, tout ça fait qu'il y a une conjonction d'opposition qui n'est pas favorable au développement du logement. Je pense qu'un ministère du logement aujourd'hui doit être intégré dans un ministère de la ville, un ministère des mobilités, puisque aujourd'hui, comme vous le disiez, le télétravail induit des changements de comportement de nos acquéreurs. Ils vont se loger des fois plus loin. Mais le transport en voiture aussi, c'est pas quelque chose qui est prôné. Voilà, donc il faut qu'on arrive à concerter la mobilité, la ville, le quartier et le logement, tout ça dans un ensemble, dans un contrat collectivité-État qui doit, à mon avis, être écrit dès le départ d'un mandat, ou un contrat, un plan triennal, un plan quinquennal, qui permettrait un développement harmonieux de la politique du logement national adapté au territoire entre le préfet, le maire. Voilà, ce contrat de partenariat qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on a moins aujourd'hui, ou plus aujourd'hui, il faudrait pouvoir l'établir. Voilà, dans le cadre de ce ministère. C'est-à-dire en fait établir des règles claires au niveau national, mais après d'avoir des politiques locales voilà, du logement, en tout cas d'une sorte d'aménagement qui mêlerait. On pourrait décider du nombre de logements à construire sur une période de 3 ans, 5 ans, en accord avec les élus locaux, et aidé bien sûr par le gouvernement qui aiderait les maires bâtisseurs. Ça a déjà été mis un peu en place, mais pas suffisamment, pas très clair, donc il faut aussi expliciter ça et clarifier ces contrats. Il faut soutenir les maires bâtisseurs, quitte à avoir des primes. Oui, bien sûr. Oui. Je suis plus pour une politique de la carotte que du bâton. Et si on incite les maires à construire et à les aider à financer cette construction de logements dans leur ville, puisque, comme je le disais, donc ça génère des équipements. Ils ont perdu la taxe d'habitation, donc voilà, donc ils ont des ressources qui sont diminuées. En face de ça, on leur demande de construire du logement. Bon, c'est pas des magiciens non plus, donc il faut les aider, voilà, avec des systèmes de bonus. Très bien. Alors, on va voir justement maintenant pour visualiser un petit peu des opérations emblématiques d'Eiffage Immobilier. Alors, qu'on n'a pas là, tout d'abord en image, mais la première, c'est la Cité de la gastronomie et du vin, c'est ça? Vous êtes intervenu alors? Donc, cette Cité de la gastronomie et du vin à Dijon, dont le maire est, je rappelle, François Rebsamen, qui a été l'auteur de la simplification et de comment construire mieux en France et plus vite en France. Ce rapport a été fruit de nombreuses réunions et groupes de travail. Je pense que déjà mettre en application ce rapport pourrait être aussi pour le futur gouvernement une solution aussi d'accélérer le logement. Donc cette Cité de la gastronomie et du vin, c'est un formidable projet tourné autour du repas français, puisque le repas français avait été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc c'est une application concrète de ce lauréat, je dirais, UNESCO. Et autour de ce musée de la gastronomie et du vin, nous avons construit un écoquartier de 500-600 logements avec des résidences-services, des résidences étudiants, des hôtels et des logements sociaux, accession. Et la première phase est entièrement commercialisée. Nous allons lancer une prochaine phase. Je vous invite à aller visiter ce fabuleux projet. Ça vaut le déplacement à Dijon. À Dijon. Et puis la deuxième, alors là, opération emblématique que l'on va voir en images,
C'est le futur village des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc voilà, on le voit ici en image. Donc nous sommes à Saint-Ouen. Nous sommes à Saint-Ouen pour notre partie. Alors, c'est la partie jaune. Commentaire. Partie jaune, on est à Saint-Ouen. À gauche, ICAD et Vinci sont à Saint-Denis. Donc on est à la frontière des deux communes. Donc vous intervenez sur ce qu'on appelle là ici le secteur E. Ouais. Qui est un secteur qui représente à peu près le quart du village des athlètes. Alors il s'agit effectivement de construire ce qui va servir d'hébergement pour l'ensemble des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques en 2024, Olympiques et Paralympiques. Et la caractéristique du projet, c'est que ce village d'athlètes va ensuite être transformé en logement et bureau de façon pérenne. Et donc, il n'y aura pas de friche village des athlètes en France. On construit un nouveau quartier qui a vocation, à post-JO, dans une phase dite héritage, de devenir un quartier, un éco-quartier qui a voilà, c'est ce que l'on va voir d'ailleurs aussi progressivement en image. C'est ça, c'est pas, bien sûr, de se dire... C'est un grand bâtiment pour héberger les athlètes durant les Jeux Olympiques et puis après terminer. Non, c'est pas terminé, c'est cette phase héritage où il y aura un éco-quartier avec des bureaux, des logements, des commerces, des services. Donc si on peut voir la slide suivante, voilà, on voit ce secteur E. Voilà, donc ça c'est notre secteur nous. Donc, la complexité vient du nombre de bâtiments que nous construisons sur une parcelle finalement pas très grande, et donc la densité d'opération est effectivement assez importante, mais nous sommes à proximité de moyens de transport en commun qui sont juste exceptionnels, métro, RER, gare du Grand Paris. Voilà, donc... Personne n'est oublié ici, on a du logement accession, on a du logement vendu en bloc à investisseurs. Nous sommes en partenariat avec Nexity et la Caisse des dépôts Habitat. La Caisse des dépôts nous a acheté des logements, notamment les logements sociaux. Donc, il y a important, donc la mixité sociale. Parce que techniquement, la réversibilité, c'est quelque chose de difficile justement, d'adapter ce qui est au départ l'accueil des athlètes, après en faire des logements. Est-ce que techniquement, c'est compliqué? C'est pas techniquement compliqué, ça a un coût qui avait été donc programmé, anticipé dans le cadre du concours. Donc cette somme a été budgétée. Voilà, il n'y a pas de complexité, mais il faut le prévoir en amont. Si on ne prévoit pas en amont, là c'est compliqué. Ici, nous sommes dans une structure, alors je vais rentrer dans la technique, poteau-poutre, plutôt que des voiles béton. Donc cette structure poteau-poutre permet une souplesse d'adaptation des cloisons et des séparations de logements très souple à l'arrivée. Voilà, donc c'est une technique qui a permis de faire cette réversibilité. Voilà, et on va voir quelques perspectives à la fois justement de ce projet, voilà ici. Ensuite, on a d'autres perspectives aussi. On a 6 cabinets d'architectes qui ont travaillé pour avoir une expression, une écriture de façade différente, tout en étant coordonnés par un architecte coordonnateur. On est, je veux le dire aussi, dans un niveau d'exigence environnementale jamais atteint en France, dans des labels et des consommations énergétiques qui sont extrêmement basses, un bilan carbone qui a été divisé par 2 par rapport à une construction traditionnelle. Voilà, donc les enjeux ont été très poussés par la Solideo, qui est l'aménageur du quartier. Nous avons répondu grâce à notre modèle de constructeur. Ce n'est pas qu'un projet de promoteur, c'est un projet aussi de constructeur, parce qu'il fallait avoir la technique. Nous avions chez FH Construction la technique grâce à notamment une entreprise qui s'appelle Savard, de menuiserie bois, et l'ensemble, puisque nous avons introduit beaucoup de bois dans nos immeubles pour ce bilan carbone, et donc tout le bois vient de nos menuiseries qui appartiennent au groupe de Normandie, et donc pas très loin, qui sont pour partie amenées par Péniche, voilà, donc pour aussi diminuer l'impact carbone du projet. Et l'on va voir là aussi en image, donc là on voit les perspectives, en fait, ce que cela va devenir, mais voilà, typiquement, voilà aujourd'hui le chantier... vous savez qu'on a un timing quand même qui est assez précis, puisque les Jeux Olympiques, ça sera en juillet 2024, il faut être prêt quelques mois avant, donc nous serons prêts en décembre 2023. Alors le rétro-planning pour terminer. Le rétro-planning, nous sommes en mai 2022, nous avons 1 an et demi pour finir tous ces bâtiments, on voit l'état où ils en sont, c'est quasiment une photo d'aujourd'hui. Donc il n'y a rien de trop, tout est timé, et tout ça dans un contexte de pénurie de matériaux. Et voilà, donc ça demande beaucoup d'anticipation, beaucoup d'adaptabilité et de souplesse de nos conducteurs de travaux et nos équipes programmes. On est en dialogue permanent avec nos fournisseurs, nos partenaires. Voilà. Donc, je pense qu'on va y arriver. On est dans le timing aujourd'hui, il n'y a aucun retard. Tout est sous contrôle, tout est très défini, très en amont. Et donc livraison fin 2023, phase Jeux Olympiques 2024,
Phase transformation, ça prend un an quand même, 2025, et livraison aux habitants de Saint-Ouen et de Saint-Denis, début 2026, fin 2025, début 2026. Voilà. Le rendez-vous est pris. Merci infiniment, Philippe Plaza. Merci beaucoup. Merci. Et Merci. à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.